pour la revue. Oui, appelez la mater qui est allée en cuisine. Dites-lui que Jean-Jacques Zé est déjà parmi nous pour cette revue de presse. Il attend encore ceux qui ne sont pas prêts. Encore quelques secondes. Oui, 20 secondes. Non, 10. 5, me dit-on. 5, le temps de le dire. C'est l'heure. La revue de presse à Douala. Jean-Jacques Zé est déjà parmi nous. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Ben, super bien. Moins bien que le maire de Lomié, qui s'appelle d'ailleurs Gérard Lomié. Oui. Parce que justement, il a été cité hier parmi ceux des militants du RDPC qui étaient convoqués au conseil de discipline, malencontreusement par un journal. Il sait qu'il ne s'agissait pas de lui. Et dans ces conditions-là, les coups de fil sont partis de partout. Et c'est plutôt le premier adjoint au maire de Lomié qui a été convoqué à cette commission ad hoc de discipline du RDPC et non M. Gérard Lomié, le maire de Lomié. Alors, tout a été corrigé, je crois. Voilà, c'est clair. Et, tranquille. C'est clair. La suite, c'est avec cette revue de presse, Jean-Jacques, qui commence par mutation. Et mutation qui se demande à quand la mutation, justement, du secteur des transports entre la ville de Douala et la ville de Yaoundé. Il est annoncé depuis quelques années déjà la construction de l'autoroute devant relier les deux capitales camerounaises. Selon le journal des avions MSS ce matin, et l'information est grave, le projet d'autoroute bloqué. C'est la grande une choisie par mutation qui revient justement sur cette affaire qui finit par ressembler à un véritable serpent de mer lancé avec les premiers accords en 2009 sous Mesenge Avom qui était encore ministre des Travaux publics. On n'a pas suffisamment évolué dans le cadre de la réalisation de ce projet qui devrait permettre en tout cas d'accélérer, au moins de sécuriser la circulation entre les deux grandes villes de notre pays. Toujours pas d'avancée précise. Le journal nous dit, dans le cadre des faits, qu'on est plutôt plongé dans une sorte de guerre épistolaire ou d'une abondance de littérature entre les différentes autorités gouvernementales. La dernière correspondance étant signée de Léopold Motazé, le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, s'adressant au ministre des Marchés publics pour indiquer justement que des accords doivent être rapidement signés entre l'État du Cameroun et l'entreprise chinoise retenue dans le cadre de la réalisation de ce projet d'autoroute. Mais avant lui, il y a eu d'autres correspondances qui ont circulé également et qui visent tout simplement à amener notre confrère à comprendre ce matin que le projet visiblement semble être bloqué. Et les dates sont là claires dessus. Depuis 2009 jusqu'à février 2014, il n'y a pas une sérieuse avancée en la matière. Les experts qui en parlent ce matin indiquent tout simplement qu'au-delà de cette bataille entre correspondances, au-delà justement des indications par rapport à la signature de contrats et quelques réticences qui pourraient venir des acteurs tapis dans l'ombre parce que le projet est présenté comme le projet de tous les appétits. Cette autoroute-là, en tout cas, c'est la lecture proposée dans les colonnes intérieures par mutation ce matin qui indique qu'il y a beaucoup justement d'appétit autour de ce projet. Cela pourrait être la raison pour laquelle on n'évolue pas suffisamment dans le cadre de la réalisation de ce chantier de construction de l'autoroute entre Douala et Yaoundé, dont la première partie était encore annoncée dans le message du chef de l'État. Mais sur le terrain, rien n'a été visible, rien n'a encore en termes de coût de première pioche visible dans le cadre de cette réalisation. Et du coup, lorsqu'on découvre en tout cas ce qu'estime Dieudonné Essomba, qui est un économiste, qui pense qu'en tout cas, malgré tout ce qu'on peut dire, le Cameroun n'a pas de moyens pour réaliser cette autoroute. D'abord que les besoins basiques ne sont même pas remplis. L'eau et l'électricité, on sait qu'on est dans une crise profonde de la distribution d'eau et d'électricité dans notre pays. Il faut encore surendetter le Cameroun auprès, par exemple, de la Chine. Et l'expert Dieudonné Essomba précise que cet endettement ne se rembourse pas en CFA. Il voudrait par là ressortir justement le poids de cet investissement et les conséquences économiques que notre pays pourrait connaître derrière ce projet qui devrait être mis entre les mains des entreprises chinoises qui jusque-là ont déjà eu à réaliser plusieurs projets avec beaucoup de succès dans notre pays. Mais là encore, on se rend compte que ce que le journal choisit ce matin, c'est de démontrer que le projet définitivement ressemble à un véritable serpent de mer. Dans les colonnes de mutation ce matin, il y a des réponses et de nouvelles sorties concernant la gestion de la Société camerounaise de l'art de la musique, la SOCAM. La première est cette sortie d'Adala Gildo qui répond
à Prince Ndédié Yango, on peut le voir, Adala Gildo estime que Tandemuna est bel et bien camerounais. Dans la dernière interview proposée par le président déchu de la SOCAM, il indiquait justement qu'il pourrait avoir quelques doutes dans le cas de la nationalité de Amatou Toumouna, le ministre des Arts et de la Culture, partant du fait que le père Salomon Tandemuna avait été député et puis ministre du côté du Nigeria. Mais également dans les colonnes de mutation ce matin, il y a une nouvelle sortie du prince des montagnes Ndédié Yango qui écrit cette fois-ci au ministre des Arts et de la Culture. La lettre ouverte est intégralement proposée par Mutation ce matin, qui nous propose également une interview de Jean-Marie Ngakoumda, député sortant ou sorti du RDPC dans la Léquier, qui affirme qu'il peut bel et bien vivre sans être député. On connaît son franc-parler. Il a décidé justement de prendre la parole dans les colonnes de mutation ce matin, déjà pour revenir sur le message du chef de l'État à la Nation le 31 décembre dernier, pour indiquer justement que ce qui peut densifier et compliquer la cohésion et l'action gouvernementale, c'est qu'il y a deux bords finalement. Le premier bord à la présidence de la République. Le chef de l'État de ce côté-là, selon Jean-Marie Ngakoumda, est entouré d'universitaires. Du côté du Premier ministère, le chef du gouvernement est entouré de technocrates. Il faudrait que chacun reste à sa place, que les universitaires qui sont à la présidence soient les maîtres pensants et penseurs, mais que les technocrates du côté du Premier ministère soient ceux qui sont chargés de la mise en œuvre. Dans ces conditions-là, l'action gouvernementale peut évoluer et peut être plus visible. Mais il pense également qu'au sortir du message du chef de l'État à la nation, l'urgence était bien marquée dans les propos du chef de l'État, celle de refaire ou de reformer le gouvernement pour lutter contre les différents maux qui étaient cités dans le cadre du diagnostic offert par le chef de l'État. Mais on peut bien le lire, il le dit clairement, il est du RDPC. Le RDPC est sa famille, mais il y a des choses qui devraient être améliorées dans le cadre du fonctionnement de ce RDPC-là, mais également quelques aspects, notamment le Sénat, l'Assemblée nationale. Il intervient sur presque tous les sujets, les grands sujets d'actualité. Le messager reste dans le cadre de l'actualité avec la dernière qui vient du ministère du Contrôle supérieur de l'État, où la commission discipline budgétaire et financière a rendu public ses arrêts hier, lus sur les antennes de la radio nationale et concernant la gestion de l'université de Douala. Dans ces conditions, la plus grosse des informations proposées par notre confrère ce matin concerne Bruno Bekolo Ebé, épinglé pour un peu plus de 2 milliards de francs CFA en guise de préjudice financier dans le cadre des fautes de gestion qui ont été reconnues contre l'ancien recteur de l'université de Douala qui a été limogé, comme vous le savez, depuis 2012 déjà. Le journal repropose en tout cas les sanctions retenues par cette instance du contrôle supérieur de l'État, plus de 2 milliards, 2 millions d'amendes, mais également une période d'échéance de 5 ans. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, Bruno Bekolo Ebé ne pourra pas occuper des fonctions publiques à la tête des administrations, à la tête des entreprises d'État ou autres fonctions en tout cas similaires, selon cette décision du contrôle supérieur de l'État. Le journal propose également quelques aspects qui concernent également les dirigeants dans le cadre de plus de 16 affaires qui mettaient en exergue justement la gestion de l'université de Douala. On peut également lire dans les colonnes de Le Messager ce matin cette rencontre et ce qui a été dit entre Jean-Michel Nithieu et l'ambassadrice de France au Cameroun qui est en séjour à Douala et qui a tenu à rencontrer ce leader de l'opposition, député à l'Assemblée nationale, mais président régional du Social Democratic Front dans la partie littorale du pays. Et ils ont échangé sur tous les sujets, notamment les projets dans lesquels la France est impliquée. On le voit bien, Jean-Michel Nithieu reconnaît le travail et le soutien que la France apporte au Cameroun, même si, profitant justement de cette occasion-là, il a tenu à adresser un tableau assez sombre de la gestion démocratique de notre pays et pense que depuis 50 ans, le Cameroun est le seul pays au monde à n'avoir pas connu d'alternance politique à la tête ou au sommet de l'État parce que l'actuel président a hérité du fauteuil de façon constitutionnelle ou pour utiliser les termes de Jean-Michel Nithieu. Aïdjo a laissé sa place à Paul Biya et depuis lors, il n'y a pas eu de changement malgré les nombreuses élections organisées dans notre pays. Et concernant ces élections-là, il pense justement que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre en place un système ou un organe électoral qui soit fiable pour ce qui est de l'ELECAM. Il est clair là-dessus. Et l'ELECAM est dirigé par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui disent avoir démissionné, mais ils pensent qu'une des missions
sur le plan de la forme, ne peut pas être une démission idéologique par rapport à sa formation politique. Autant d'éléments relayés par le journal ce matin, mais qui constituent le contenu de cet échange entre Jean-Michel Nitscheu, qu'entourait le maire de Douala 3e et beaucoup d'autres personnalités du Social Democratic Front. Le journal nous donne la bonne nouvelle, en tout cas celle concernant le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui est hors de danger. Le journal précise d'ailleurs qu'il est en contact avec son cabinet et le Sérail. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle en tout cas pour ce qui est de la gestion de la crise centrafricaine. Le Cameroun de plus en plus est sollicité par les Centrafricains. Ils sont 3000 à avoir débarqué il y a de cela quelques temps du côté de Garoua-Boulaye. Le processus d'identification se poursuit de ce côté-là, affirme le journal, et un processus qui n'est pas du tout facile. Mais dans ce jeu, dans la prise en charge ou le suivi de la crise centrafricaine, le président Paul Biya s'en sort avec quelques bons points si on s'en tient à ce qui est proposé par le journal de Michel Michaud-Moussala ce matin. Aurore Plus, qui a sa grande une, parle de Paul Biya, qui pourrait être, même si le journal en parle sur la forme exclamative, prix Nobel de la paix 2014. Le journal affirme que quelques réseaux travaillent à ce sujet-là, présentant le dossier Cameroun, notamment le dossier Paul Biya, avec quelques points qui indiquent que la personnalité pourrait bien se retrouver dans le cadre de la liste ou la shortlist devant postuler justement à ce prix Nobel de la paix 2014. Selon ces réseaux, les premiers aspects concernent par exemple la résolution de la crise de Bakassi, diplomatiquement menée et saluée. Le chef de l'État est d'ailleurs apprécié à travers le monde. On parle également de l'implication du président Biya dans le cadre de la succession d'Omar Bongo Ondimba du côté du Gabon. Il a pu calmer les velléités qui se présentaient de ce côté-là. La crise centrafricaine est citée. La réaction du président Paul Biya, chaque fois qu'il y a des expulsions des Camerounais du côté de la Guinée équatoriale, la voie souvent choisie par le président Paul Biya pourrait être l'un des atouts devant meubler le dossier du chef de l'État camerounais, mais également les réfugiés étrangers dans notre pays, en commençant par naturellement les Tchadiens, les Centrafricains, les Nigérians, qui fuient en tout cas les exactions de Boko Haram, mais beaucoup plus loin encore, la décolonisation de la Namibie. On sait que le chef de l'État avait offert espace de vie pratiquement aux ressortissants namibiens de ce côté-là qui avaient séjourné. Certains y sont encore dans notre pays. La prise de position du Cameroun dans certains dossiers est également citée. La gestion justement de la situation de Boko Haram. Beaucoup de bons points, en tout cas pour le chef de l'État, qui, selon ces réseaux-là, pourrait être un candidat sérieux dans le cadre du prix Nobel de la paix 2014. Mais le chef de l'État, mauvais point en ce moment-là, selon le journal, justement, qui parle du chef de l'État qui a abandonné depuis quelques années déjà la grâce présidentielle et les remises de peine. Le journal pense que depuis 5 ans, le chef de l'État n'a plus procédé comme cela devenait une habitude jusqu'en 2008, au sortir des émeutes de la faim, où le chef de l'État avait décidé justement de mettre en liberté quelques personnes et quelques jeunes qui étaient impliqués dans le cadre de ces émeutes de la faim. Mais depuis lors, plus de grâce présidentielle, plus de remise de peine du chef de l'État. Pourtant, c'est un aspect de gouvernement qui permettait en tout cas au chef de l'État, chaque fois généralement en fin d'année, de briller par ce genre d'actes. On peut également beaucoup parcourir dans les journaux l'actualité sportive avec la dernière sortie de Vincent Aboubakar, qui, selon les journaux, demande à Samuel Eto'o-Fils de passer la main. Mais Vodapresse, qui est également dans les kiosques, qui parle de cette grogne qui serait perceptible au niveau des forces de défense de notre pays, au sortir justement de retour de la gestion de la crise centrafricaine. Certains soldats camerounais, dit le journal, seraient en train de revendiquer leurs différentes primes et leurs frais. Double JZ, si vous voulez, c'est Jean-Jacques Zé, qui est également un grand homme de culture, hein, Yes. on le dira, qui s'y connaît un petit peu en production musicale. Peut-être dans quelques temps, on aura un album produit par lui, qui sait. C'est un grand acteur donc, de la musique, de la culture en général. Jean-Jacques, Monsieur, portez-vous bien. merci beaucoup. Retrouvons-nous avec plaisir demain parce que les amis seront là à 6h30 en temps universel. Et sans oublier le grand crochet à Canal 2 Info, à 9h15. Pour la revue de presse version Canal 2 Info.
Et à partir de 11 h, la chronique politique. Et vous avez le bonjour du maire de Kribi 1, il s'appelle Jean-Yves Madiba. Il vous salue. Jean-Jacques Zé. Nous allons à présent mettre le cap sur Yaoundé. En place là-bas déjà, Ebel Olinga nous regarde avec ses jolis yeux. Il nous regarde et pour nous passer justement cette revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Jean-Jacques Zé, bienvenue à Yaoundé pour cette seconde partie de la lecture diagonale des presses parue ce jour à Yaoundé. Commençons par Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national indique que 450 camions sont bloqués sur le corridor Douala-Bangui. Le journal de Marie-Claire Nana précise que des centaines de gros porteurs chargés de marchandises à destination de Bangui sont stationnés depuis 2 mois à cause de l'insécurité à la République centrafricaine. La RCA, où Bozizé a déposé ses valises depuis quelque temps, c'est du moins ce que nous apprend l'hebdomadaire Intégration. Bozizé chassé du Cameroun, l'information partage d'ailleurs la une de la tribune des communautés ce matin. L'hebdomadaire Intégration de Tirindon dit que le général François Bozizé a rejoint ses partisans dans une ancienne garnison des forces armées centrafricaines située dans une localité voisine à Boire. C'est à la frontière avec son pays que nos forces de défense l'ont conduit en milieu de semaine dernière, précise Intégration. Le journal se questionne également sur l'avenir de François Bozizé en RCA, ses chances de retourner la situation qui se vit là-bas en sa faveur. Tentative de réponse à la 3e page. La tribune des communautés parle également de propriété foncière. L'hebdomadaire Intégration croit savoir comment les puissants se partagent le Cameroun. Le journal de Tirindon observe que certaines personnalités se sont constituées en véritable trésor foncier. Les membres du gouvernement en premier, cela à cause de la confusion actuelle dans l'administration foncière. L'hebdomadaire Intégration, qui s'est rendu à la bonne porte des services appropriés, révèle dans cet article les résultats de son enquête. Des noms et leur patrimoine foncier sont indiqués ici et c'est à croire que l'activité première de certains membres du gouvernement, certains ministres de la République, est l'accaparement des terres. Entre-temps, le point hebdo nous apprend qu'entre Ewondo et Boulou, c'est la déchirure. Le titre exclusif fait la une du numéro de ce matin. Le journal de Patrick Ondoa indique qu'en l'espace de quelques mois, les patriarches Ewondo de la région du centre font entendre leur voix à travers un mémorandum. Les garants de la tradition Ewondo dénoncent ce que certains appellent le pouvoir bêtis entre guillemets. Selon les patriarches, il y aurait du péri sur la marchandise. Le mémorandum crie à l'imposture et l'hypocrisie longtemps entretenue par le pouvoir Boulou en place à Etoudi. Le document envoyé à Paul Biya est publié à Le Point Plus ce matin. L'hebdomadaire d'enquête et d'information Libération observe que Paul Biya prend son temps et laisse place aux supputations. Entre-temps, ses collaborateurs suffoquent, n'en pouvant plus d'attendre le sort qui leur est réservé. Le journal de Amadou Tidjani conclut que la fièvre du remaniement met les ministres au bord des accidents cardiovasculaires. C'est le titre qui barre d'ailleurs la une de cet hebdomadaire, lequel indique que cette situation met le Cameroun en vacances malgré quelques gesticulations observées ça et là. Les angoisses de l'attente du remaniement causent l'abandon des bureaux dans les ministères. Paul Biya, en maître de jeu, laissera-t-il perdurer cette situation? L'analyse de Libération Plus à la 3e page. Le tri-hebdomadaire Le Soir publie ce matin le droit de réponse de la régie Action au sujet des prétendus 2 milliards de francs CFA qui diviseraient Kuete, Famdongo et Christophe Mienzok. La société privée Régie Action, qui travaille en collaboration avec le comité central du RDPC, apporte ici un démenti sur les incriminations portées par la publication du journal de Armand Bianda du 29 janvier dernier et précise que ni les 2 milliards, ni Régie Action, encore moins les 3 personnalités indexées par l'article, se reconnaissent dans cette manœuvre dont l'objectif est de détourner l'attention sur la restructuration en cours à la direction des organes de presse du RDPC. Mais la grande une du journal Le Soir est consacrée au Conseil de discipline budgétaire et financière où nous dit le hebdomadaire, où nous dit le tri-hebdomadaire de Armand Bianda, les sanctions tombent. La liste des gestionnaires indélicats a été rendue publique hier à Yaoundé et cette édition de Le Soir donne l'intégralité des décisions arrêtées par cette instance du contrôle supérieur de l'État.
Émergence parle aussi de la décision rendue par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Le quotidien Vert dit que le Consupé sanctionne Bekolo Ebe, l'ex-recteur de l'université de Douala, est reconnu de 27 fautes de gestion, dont 13 assorties de préjudices financiers évalués à 2 milliards de francs CFA. La décision lui inflige une amende de 2 millions de francs CFA pour l'ensemble des fautes de gestion commises dans le cadre de la présente affaire et une interdiction d'être responsable de l'administration ou de gestion des entreprises publiques ou des entreprises d'État à quelque titre que ce soit pendant 5 ans. La une du quotidien Émergence nous amène à la prison centrale de Kondengui. Le journal de Magnus Biaga constate là-bas que Mebara et Iya Mohamed résistent. Le quotidien Vert invite à découvrir les confidences faites à Jean-Claude Fogno par ses ministres et ex-directeurs généraux des sociétés nationales, ainsi que de hauts responsables de l'administration camerounaise condamnés sous le coup de lourdes peines. C'est la page politique du quotidien Émergence 6 et 7. L'action est en kiosque. Le journal du comité central du RDPC indique que la deuxième vague d'audience de la commission de discipline au sein du parti tablera sur les cas du centre et de l'Est. Elle concerne environ 70 militants et les assises sont annoncées pour les 5, 13 et 14 février 2014. Les détails à la page 2 du journal L'Action. Le quotidien de l'économie parle ce matin de la dette et de la balance commerciale et fait sa principale une avec une question. Le Cameroun est-il au bord de la crise ? Le journal de la valeur ajoutée indique que le débat divise certains économistes du pays. Certains croient voir la chute dès l'année 2015 du fait de l'augmentation du train de vie de l'État sans que celui-ci diversifie ses sources de revenus. 25 milliards de francs CFA alloués par exemple au Sénat et aux chefs traditionnels sans pour autant trouver des ressources pour financer ces dépenses. Pour d'autres économistes, en l'occurrence Babi Sakana, le Cameroun n'est pas au bord de la récession car, dit-il, un pays qui fait une croissance de 4% ne peut pas l'être. Il n'y a qu'à observer les immeubles qui poussent, les grosses cylindrées qui écument nos chaussées, des grandes surfaces qui prolifèrent dans les quartiers pour s'en convaincre. De plus, ajoute un conseiller financier, les banques camerounaises sont sur liquide, un signe de la solidité de notre tissu économique. L'article est signé de notre confrère Bertrand Chouta du quotidien L'économie. Lauréate du journal de la valeur ajoutée de Thierry Ekouti nous indique que les Camerounais ont du mal à épargner. C'est du moins le constat effectué par Alban Clovis Fogan, le directeur général de la financière d'épargne et de crédit. Ce dernier déclare dans les colonnes du quotidien de l'économie que 50% de Camerounais font des épargnes à court terme, c'est-à-dire que les travailleurs font des retraits ponctués avec des écarts très réduits. Ils ont déposé, aussitôt qu'ils ont déposé 20 000 francs CFA dans leurs épargnes, ils reviennent encore retirer ce montant une semaine ou quelques jours après, ajoute Albert Clovis Fongan pour étayer ses déclarations. Le pied de une du quotidien L'économie nous apprend que le port de Douala a atteint ses limites. Le directeur général de cette institution portuaire, nous dit le journal de Thierry Ekouti, révèle que l'encombrement du quai handicape le trafic commercial. Martin Oyono l'a fait savoir hier à Douala au cours de la deuxième édition de la semaine de la facilitation des transports et du transit en zone CEMAC. Construit pour accueillir 10 millions de tonnes de fret, le port de Douala a déjà atteint ses limites et n'arrive plus à supporter ce trafic. Les quais sont devenus petits et subissent aussi la pression des navires de toutes sortes. Les détails sont à lire dans ce numéro du quotidien de l'économie. Et pour terminer, Jason Black, conflit armé en Afrique, que recherche la France? Question à la une de Afrique actuelle ce matin. Le magazine d'information, d'enquête et d'analyse de l'actualité panafricaine revisite les différentes crises africaines qui ont secoué et continuent à animer l'actualité mondiale. Analyse des forces en présence et décryptage de la participation et l'attitude française dans ces conflits armés. De l'intervention de la France au Mali à la crise centrafricaine, beaucoup pensent que la France fait partie du problème, pas
de la solution, nous dit Afrique actuelle. Le magazine de Simon Moussi donne également une tribune aux politistes et géostratèges qui ont analysé ici chacun les crises centrafricaines, soudanaises et congolaises par Mathias Eric Ounangini, Philippe Moulumba. Afrique actuelle parle également de Nelson Mandela, un hommage retentissant de plusieurs pages à l'éternel Madiba. Au-delà de nos frontières, Afrique actuelle aborde sans ménage ni embâche le problème du racisme en France, l'incompréhensible attitude de l'ONU face aux crises syriennes et libyennes, une signature du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Afrique actuelle est disponible en kiosque et je vous invite d'ailleurs à vous y rendre pour la lecture intégrale de ces journées. Mesdames et messieurs, je vous laisse en très bonne compagnie avec Jason Black. Retrouvons-nous s'il plaît à Dieu. À demain. Merci beaucoup, Ebel Yerima Olinga, en direct de Yaoundé pour cette revue de presse. On vous retrouve avec plaisir